Fidèles téléspectateurs de Pinal TV, bonsoir et bienvenue. Merci de votre aimable et constante fidélité au programme de cette chaîne. C'est le rendez-vous de l'émission La Grande Interview qui reçoit cette semaine Bakary Dena, secrétaire général du Parti pour le développement économique et social PDS, le parti de l'ancien président Amadou Toumani Touré. Avec lui, nous allons discuter notamment de la vie du parti, mais aussi et surtout de l'actualité socio-politique du pays. Bonsoir Bakary. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi de répondre à votre invitation sur votre plateau. Alors, ma première question, quel est l'état de santé de votre parti aujourd'hui? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de saluer toutes les auditrices et les téléspectatrices et les téléspectateurs de votre chaîne de télévision. Et un bonjour également aux militantes et aux militants du Parti pour le développement économique et la solidarité PDS, de l'intérieur comme de l'extérieur. Alors, déjà sur la question, et vous parlez de l'état de santé du parti. Tout à fait. Et au jour d'aujourd'hui, on peut dire Dieu merci, le PDS se porte très bien. Et nous avons tenu notre 3e congrès au mois de septembre. Nous avons mis en place les 3 structures du parti, notamment le comité directeur national, et qui est composé de 120 membres. Vous avez le mouvement des jeunes et vous avez le mouvement des femmes. Donc les 3 structures sont déjà opérationnelles. Et au sortir du congrès, j'avoue que nous avons reçu avec enthousiasme beaucoup d'adhésions. Des adhésions d'élus communaux, et des adhésions de personnalités venant de divers horizons de la sphère politique malienne. Donc aujourd'hui, le PDS se porte très bien et toutes les péripéties que nous avons connues, même si certaines existent, ça c'est les réalités de la vie, et beaucoup de ces péripéties aujourd'hui sont vraiment derrière nous. Donc le parti vraiment est soudé, il y a la cohésion et on est en train de travailler avec nos militants à la base. D'accord. Alors à l'intérieur du pays et à l'étranger, quelle est donc la représentation politique du parti? Alors la représentation déjà, et comme vous le savez, après un congrès, alors il y a des résolutions. Donc ces résolutions conduisent d'abord à la mission primordiale qui est l'implantation du parti. Donc aujourd'hui nous sommes en train de travailler à ça. D'abord il y a un défi à relever, c'est que nous dirigeons vers un nouveau découpage territorial et les partis politiques également doivent adapter leur programme de travail aux nouvelles donnes. Donc ce qui fait qu'au lieu d'avoir 49 cercles, c'est les cercles représentent nos sections aujourd'hui et plus les 6 communes du district de Bamako. Aujourd'hui, il est question d'aller au-delà maintenant des 49 cercles. Donc nous sommes en train de travailler de manière à ce que les comités qui constituent les cellules de base du parti soient mis en place. Ensuite, les sous-sections pour venir aux sections au niveau des cercles. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Et ce même travail également se fait au niveau de l'extérieur. Alors depuis septembre 2021, à l'issue du congrès, le parti a un nouveau président. Quels sont donc les défis de la nouvelle équipe dirigée par Moulaye Haïdara? Merci bien pour la question. D'abord, c'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter encore une fois de plus le tout nouveau président du parti. Mais avant d'être dans le vif du sujet, je tiens quand même à rendre hommage à un grand monsieur qui a dirigé ce parti-là à un moment très difficile. C'est le président sortant, M. Djibril Tall, qui a été vraiment un monsieur à l'écoute de tout le monde, qui a été vraiment un fédérateur et qui, à un moment donné, a su qu'il fallait vraiment passer le témoin à une autre génération. Alors là, les défis sont seulement l'exécution des recommandations du Congrès. Et au Congrès, il a été décidé d'abord, compte tenu du contexte dans lequel le pays se trouve, et que le PDS reste fidèle à ses idéaux, parce que nous sommes un parti de consensus, un parti de dialogue, et nous savons aujourd'hui que notre pays connaît un certain nombre de difficultés, et il y a une certaine divergence autour de certaines questions qui concernent la vie de la nation. Donc le PDS quand même s'est porté et volontiers de faire la médiation entre l'ensemble de la classe politique, les forces vives de la nation, pour que nous puissions œuvrer de concert à faire des propositions pour que le pays avance. En plus de cela également, nous avons décidé également d'accompagner les autorités de la transition
C'est la raison pour laquelle nous avons participé à toutes les phases des assises nationales de la refondation. Et depuis bien avant aujourd'hui, le PDS n'est pas resté en marge. Nous avons participé, nous avons accompagné les autorités de la transition et nous continuons toujours à apporter notre soutien aux mêmes autorités de la transition. Alors, comme recommandation phare du Congrès, le Congrès a décidé désormais que le parti participe à toutes les échéances électorales, même si les dates ne sont pas définitivement arrêtées. En tout cas, nous nous préparons également à aller à ces grandes échéances. Donc le PDS ne sera plus absent à aucune échéance électorale. Donc ça, c'est le grand défi qui nous attend aujourd'hui. Et c'est sous le leadership du président du comité directeur national, Moulay Oumar Aïdra. Alors après justement ce congrès, quelles sont entre autres les activités que le parti a pu mener ici à l'intérieur du pays? Bon, déjà après le congrès, le parti d'abord a jugé utile d'abord de ratisser large. Parce que nous voulons le consensus. Et pour avoir ce consensus, il faut conjuguer les efforts, il faut aller avec toutes les forces vives de la nation, avec toute la classe politique. Et nous avons décidé maintenant de renforcer nos bases en créant une plateforme dénommée plateforme Retrouvons ce qui nous unit. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à notre mentor, ce grand homme, le soldat de la démocratie, ce grand bâtisseur, et que son âme repose en paix, que j'ai nommé Amadou Toumani Touré, qui a apporté des valeurs qui incarnent aujourd'hui notre parti. Donc nous avons voulu mettre en place un mécanisme qui nous permet d'aller vers ce consensus. Donc nous avons créé cette plateforme et qui comprend les partis politiques qui ont les mêmes visions que moi et qui nous, je veux dire, des partis politiques qui ont qui partagent les mêmes valeurs que nous et qui sont dans la logique maintenant du consensus politique. Donc nous sommes en train de travailler à cela. C'est pour cela que nous avons mis en place une plateforme dénommée Retrouvons ce qui nous unit, qui aujourd'hui est en train de travailler déjà. Nous avons déjà entamé depuis un certain temps une série de rencontres. Le vendredi 4 février, avant-hier tout près, nous étions avec le cadre d'échange des partis politiques au siège de l'APR au quartier du Fleuve. Donc tout cela, c'est pour rencontrer ces forces vives, la classe politique en premier lieu, pour que nous puissions dégager un consensus, une convergence de vues, alors pour sauver ce qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est le Mali. D'accord. Alors comment voyez-vous aujourd'hui cette scène politique malienne? Alors la scène politique malienne aujourd'hui, c'est vrai, il y a quelques difficultés. Mais il faut quand même comprendre que tout le monde est de bonne foi. Seulement, les gens n'ont pas la même appréhension, les gens n'ont pas les mêmes angles d'analyse sur les grandes questions. Et tout le problème tourne autour de la gestion de la transition, une transition qui théoriquement s'achemine vers sa fin conformément à la charte de la transition. Mais déjà, il est question quand même d'aller à la prolongation de la transition. Donc à ce niveau, il y a un certain nombre d'incompréhensions, alors de suspicions qu'il faille d'abord lever. C'est ça, il faut que les gens tiennent un discours franc. Et au-delà de la politique, nous sommes des Maliens. Donc nous avons d'autres canaux qui nous permettent de nous retrouver. Donc c'est ce que le PDS est en train de faire. Nous voulons être le baromètre, nous voulons être la médiane pour permettre vraiment d'accorder les violons pour que le Mali puisse vraiment aller de l'avant. Tout à fait. Alors je voudrais bien vous poser cette question. Les populations acquises cette classe politique malienne de rester silencieuse face aux difficultés qui pèsent sur notre pays. Alors au niveau de votre parti, quelle lecture faites-vous de la situation actuelle du pays? Je pense que la classe politique n'est pas restée silencieuse. La classe politique a toujours joué sa partition. Et nous sommes dans une transition. Il y a une rupture qui s'est faite et qui impose à chacun de nous maintenant de revoir un peu ses copies. Alors, la nouvelle donne, c'est que le Mali, déjà à un moment donné, avait soif d'aller à des réformes profondes. Et ce sont ces réformes-là aujourd'hui qui sont en cours. Et la classe politique, d'une manière ou d'une autre, en tout cas, a toujours apporté sa petite contribution. Nous étions là au moment de la concertation nationale pour élaborer la charte de la transition et la feuille de route de la transition. Nous avons participé à beaucoup d'ateliers, à beaucoup de forats. Et à chaque fois que la classe politique est sollicitée, la classe politique a répondu présent. Maintenant, tout récemment, après le gouvernement déchu, le gouvernement de Bandao, et le nouveau gouvernement qui est là actuellement, nous avons quand même constaté que depuis un certain temps, le cadre d'échange qui était là, et un cadre d'échange qui était piloté par le ministre de l'administration territoriale, un cadre qui permettait de mettre
à nu les grands problèmes, d'en débattre avec la classe politique et de faire des propositions politiques. Et aujourd'hui, ce cadre-là, vraiment, n'existe pas, n'est pas tellement opérationnel. Et là également, si on n'offre pas un tel cadre à la classe politique, alors il est très difficile pour la classe politique de se faire entendre. Mais nous existons et nous sommes là également à apporter notre contribution. Le PDS quand même n'est pas resté en marge, le PDS a participé à tous les processus jusque-là. Et nous avons toujours fait nos propositions et nous avons toujours voulu que tout le monde soit ensemble. Donc à ce niveau, je pense que ceux qui pensent que la classe politique elle est muette, elle n'est pas muette. La preuve, à chaque fois qu'il y a des grands événements, et vous entendez les communiqués, vous voyez partout des communiqués. Les communiqués également constituent des canaux et par lesquels les partis politiques également expriment et proposent des solutions. D'accord. Alors, quelles sont vos bonnes relations avec les partis politiques? Nos relations avec les partis politiques sont très bonnes. Aujourd'hui, nous sommes en contact pratiquement. Nous avons été démarchés après le congrès. Nous avons reçu beaucoup de partis politiques à notre siège ici et qui ont les mêmes opinions que nous, qui ont les mêmes visions que nous. Et ensuite, nous avons également démarché d'autres partis politiques également pour qu'ensemble nous soyons là pour le Mali. Parce que c'est le Mali qui est au-dessus de nous tous. Donc nous avons toujours voulu que la classe politique, malgré les divergences qui existent entre nous, que nous ayons au moins un minimum de consensus sur certaines choses, surtout sur des questions politiques, et pour que le pays puisse aller de l'avant. Et tout cela se fait pour que la transition réussisse. C'est ça la finalité de tout ce que nous sommes en train de faire. Donc toutes les actions qui sont entreprises vont dans le sens de la réussite de la transition. Alors, quel regard justement faites-vous de cette transition en cours dans notre pays? Alors, la transition qui est en cours aujourd'hui, il faut le reconnaître. Nous avons connu quelques difficultés, des difficultés majeures d'ailleurs. Et la preuve, c'est que le 24 mai, il y a eu une rupture, vous voyez, un peu. Donc, ça a amené une nouvelle donne. Non, il ne restait pas beaucoup de plus qu'environ 9 mois. Alors il fallait vraiment faire face aux réformes qui étaient déjà engagées. Et avec ces changements de gouvernement, également, cela a remis le compteur à zéro. Et là également, des actions sont en train d'être faites dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, la transition, elle continue avec les difficultés. Et nous avons d'autres défis, n'est-ce pas, dans cette transition également. Il n'y a pas que seulement des problèmes à l'interne à gérer, mais nous avons également d'autres problèmes avec certains de nos partenaires aujourd'hui et qui doivent être gérés avec beaucoup plus de diplomatie. Voilà, beaucoup plus de diplomatie. Alors, quelle lecture faites-vous de cette guerre diplomatique entre le Mali et ses partenaires, notamment la France? Bon, les relations diplomatiques entre les États reposent essentiellement sur des jeux d'intérêt. C'est ce que les gens doivent comprendre. Et à un moment donné, et quoi qu'on puisse dire, si nous sommes des partenaires, et lorsque les intérêts souvent se confondent souvent, lorsque les intérêts sont liés, alors nous devenons des bons amis. Maintenant, lorsque les intérêts s'opposent souvent, cela peut amener certaines tensions. Donc ces tensions-là ont toujours existé sur le plan diplomatique. Le Mali ne fait pas exception à la règle. Il y a juste quelques mois seulement, c'était l'Algérie et la France. Vous êtes de la presse, vous avez tellement suivi cela. Aujourd'hui, c'est entre la Russie et les États-Unis et d'autres pays européens également concernant l'Ukraine. Ces escalades existent à tous les niveaux. Maintenant, lorsqu'il y a des problèmes diplomatiques, il faut apporter des solutions diplomatiques et non des solutions politiques à la limite. Maintenant, c'est qu'il y a une incompréhension. C'est qu'aujourd'hui, les autorités de la transition du gouvernement malien ont un autre paradigme. C'est qu'il y a une nouvelle approche. Et c'est ce que les partenaires doivent comprendre. Aujourd'hui, certains propos peu orthodoxes, quand ils sont tenus, ça aide un peu la sensibilité, surtout des questions qui relèvent de la souveraineté d'un pays. Donc un pays ne peut pas se substituer à un autre pays. Ça, il faut que cela soit clair. Nous sommes un État indépendant, nous sommes un pays souverain. Alors donc, si nous décidons, n'est-ce pas, de l'avenir de notre pays, je pense que les autres doivent nous accompagner. Maintenant, même si nos partenaires ont des objections, ils ont des critiques, c'est très normal. Normalement, on doit être prêt à les recevoir, mais le discours doit être un discours plus respectueux, plus respectable. Nous ne devons pas aller jusqu'à des propos souvent qui sont assimilables souvent à des injures.
Ouais, un peu. Donc nous sommes tous au même niveau, une nation égale à une nation, et il faut que les relations restent telles qu'elles sont. Ouais, un peu, mais pas au-delà de ces propos souvent qui heurtent un peu la sensibilité des citoyens lambda et même des autorités. Donc là, à ces niveaux, donc je pense que c'est des faits qui arrivent. Ouais, mais donc c'est des situations qu'on va pouvoir dépasser et on va pouvoir les transcender au fur et à mesure. Alors la CEDEAO demande l'organisation très rapide des élections. Et ici au Mali, les autorités pensent qu'il n'est pas encore temps d'aller vers les élections. Est-ce logique? Que pensez-vous de la décision des autorités maliennes qui demandent jusqu'à 5 ans pour redresser le pays? Alors d'abord, il faut quand même mettre les choses dans leur contexte. Et lorsque nous aussi au Mali, nous pensons déjà que on ne peut pas aller dans la précipitation à des élections. Tout le monde est d'accord avec ça, compte tenu de l'ampleur des problèmes que nous connaissons dans notre pays. Alors, les élections, oui. Maintenant, il faut organiser des élections, ça c'est tout un processus. Il y a d'abord la période préparatoire. Donc il faut d'abord préparer les élections pendant un temps déterminé, ce qu'on appelle la période préélectorale. Il y a la période électorale et il y a la période post-électorale. Maintenant, ces trois périodes, souvent, c'est des périodes émaillées de crises. Alors, pour éviter ces crises répétitives, je pense qu'il est quand même bon qu'on se donne un temps raisonnable. Je dis bien un temps raisonnable, je ne parle pas de 5 ans. Parce que nous aussi, nous étions aux Assises nationales de la refondation, nous avons fait nos propositions et nous avons donné notre fourchette. Nous avons même fait un communiqué après. Nous avons dit que nous souhaitons vraiment une transition d'un délai raisonnable qui ne va pas dépasser de 12 à 14 mois, voire 16 mois. Mais c'est le maximum maintenant. Donc, et là, c'est à nous de voir maintenant qu'est-ce qu'on peut, en termes de priorité, faire rapidement pour que les conditions soient réunies pour aller à des élections. Maintenant, le désaccord, c'est par rapport aux 5 ans proposés par les autorités de la transition à la CEDEAO. Et je pense que les 5 ans constituent une base de négociation, une base de discussion. Et le président de la transition et son excellence Assimi Goïta, lors de son adresse à la nation, a dit qu'il est ouvert au dialogue. Et la CEDEAO également dit qu'elle est ouverte au dialogue. Donc je pense que déjà il y a une volonté manifeste d'aller au dialogue. Et je suppose qu'aujourd'hui, des discussions sont en cours pour que vraiment nous retrouvions au moins un délai. Nous tombons d'accord sur un délai qui va permettre au Mali maintenant de dégager les grands axes maintenant de cette période de la prolongation de la transition. Et d'abord sur le plan sécuritaire, il faut quand même faire des efforts pour qu'il y ait la stabilisation du pays. Ensuite, maintenant, procéder à des réformes et maintenant aller à l'organisation probablement des élections. Donc ça, c'est des défis qui sont là, maintenant qui doivent être intégrés dans les discussions pour qu'on puisse vraiment tomber sur un délai qui n'est pas encore trop, mais un délai raisonnable. D'accord. Alors, coopération Mali-Russie, sur le plan militaire, que vous inspire cette coopération, ce nouveau partenariat? Moi, je pense qu'un pays souverain, un pays indépendant, vraiment est libre de choisir des partenaires. Alors, nous ne pouvons pas aller avec un seul partenaire. Nous sommes dans un monde globalisé aujourd'hui. Et chacun est libre d'aller chercher des partenaires. Et surtout, aujourd'hui, sur le plan militaire, nous avons connu des difficultés. Notre armée a connu sérieusement des difficultés ces dernières années. Et d'abord, le manque de matériel et d'équipement adéquat pour faire face à la nouvelle guerre, qui est une guerre asymétrique, qui n'est pas une guerre classique. Et là, maintenant, la Russie n'est pas un nouveau partenaire pour le Mali. Et aux premières heures de nos indépendances, les autorités du Mali avaient opté pour le socialisme. Et l'un des partenaires phares du Mali, c'était la Russie. Donc être avec la Russie, on a toujours été d'ailleurs avec la Russie, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc avoir comme partenaire la Russie, les États-Unis, la France ou la Turquie ou n'importe quel autre pays du monde, je pense que c'est de bonne guerre. Et nous sommes dans un monde qui fait que les relations ne doivent pas être seulement des relations bilatérales, elles doivent être aussi multilatérales. Donc à ce niveau, il n'y a aucun problème. Le Mali est libre quand même d'avoir des partenaires et des partenariats qui vont permettre au Mali de se développer. Voilà, c'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est un peu ça. Alors sur le plan sécuritaire, beaucoup de spécialistes pensent que la France a échoué au Mali. Alors que pensez-vous, que vous inspire en tout cas cela? Est-ce que vous pensez que la France a échoué?
Alors, je réponds à cette question avec beaucoup de précaution. Et je pense qu'il est trop tôt pour nous de dire que la France a gagné. Et pourquoi je dis cela? Si nous disons que la France a gagné ou elle a perdu, c'est que cela suppose que la guerre a pris fin, que la stabilité est revenue. La France, à un moment donné aussi, il ne faut pas qu'on l'oublie, a été vraiment d'un apport très capital pour le Mali. Et lorsque Kona chutait, les gens vraiment s'en allaient pas aujourd'hui, s'en allaient pas au Mali. Et il a fallu que l'opération Serval soit là maintenant pour nous aider au moins à récupérer ces régions, ces 3 régions qu'on avait déjà presque perdues. Alors maintenant, ce qui s'est passé après, c'est que nous nous sommes retrouvés avec la MINUSMA, avec Barkhane, avec Takuba et avec toutes ces forces étrangères, même des forces de la sous-région qui sont chez nous ici. Et nous sommes restés assoiffés et affamés de sécurité. Nous sommes restés là et la situation s'est d'ailleurs détériorée. Donc c'est la raison pour laquelle les citoyens lambda se posent la question. Alors quel est le rôle, en tout cas l'apport de ces forces au Mali ici? Comment on peut accepter que le Mali abrite sur son territoire les meilleures armées du monde, les armements de guerre de dernière génération sur notre sol et qu'on ne soit pas capable de sauver, par exemple, un village qui est au bord de la destruction totale. Parce qu'il y a des villages au Mali ici qui ont été totalement rayés de la carte, vous voyez un peu. Donc cela est un peu absurde, vous voyez un peu. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à comprendre. Et on va jusque souvent à supposer qu'il y a anguille sur roche, vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça la lecture simple que je fais. Maintenant, quoi qu'on dise, même si ces forces sont là, aujourd'hui, nous sommes très très réconfortés de constater quand même qu'il y a une montée en puissance de notre armée. Et c'est ce que nous voulons. Et nous ne pouvons pas sous-traiter notre sécurité. Et ces forces, même si elles réussissaient à faire partir ces groupes terroristes aujourd'hui, mais il fallait quand même que derrière cette opération, qu'il y ait une armée nationale capable de sécuriser le territoire national. C'est ça l'objectif aujourd'hui. Donc si ces résultats-là sont déjà constatés sur le terrain, je pense que ça va droit au cœur et nous ne pouvons que nous en réjouir. Voilà. Alors justement, quel bilan faites-vous de l'intervention de la MINUSMA au Mali depuis 2013? Alors l'intervention de la MINUSMA au Mali depuis 2013, il faut d'abord interroger le mandat de la MINUSMA. C'est que la MINUSMA est venue avec un mandat bien déterminé. Ce n'est pas pour faire la guerre contre les terroristes, c'est seulement une opération policière à ma connaissance. À mon sens, c'est ça. Ce n'est pas une mission robuste où il faut aller traquer les groupes terroristes, en tout cas tout ce qui représente des menaces pour le Mali. Mais en tout cas, il faut quand même relever que ce qu'on a laissé entendre en son temps, c'est que la MINUSMA était là vraiment pour venir aider le Mali vraiment à recouvrer sa souveraineté. Donc, à ce niveau, cela n'a pas été fait. La preuve, aujourd'hui, on ne constate pas tellement la présence de la MINUSMA. On les voit défiler quand même. On les voit défiler, mais en réalité, sur le terrain, sur le tas des opérations, ces forces de la MINUSMA ne sont pas visibles. Et à la limite, elles ne sont pas visibles. On ne les voit pas en train de se donner à fond. Même si, quelque part, nous devons quand même reconnaître que certains sont morts pour nous. Voilà, il faut qu'on soit reconnaissant de le dire. Ils ne sont pas morts inutilement. Et d'ailleurs, nous prions vraiment que Dieu vraiment les accueille dans son paradis. Ils sont morts pour le Mali et nous en sommes reconnaissants. Maintenant, la MINUSMA, quand même, son mandat devait être revu. Et c'est là où même j'interroge souvent d'autres partenaires, notamment la Russie et la Chine, qui ont droit de veto au Conseil de sécurité. Les autorités maliennes ont plusieurs fois demandé à ce que ce mandat-là change. Malheureusement, on n'a pas pu l'obtenir. Et si ce mandat-là avait changé aujourd'hui, si on avait pu avoir un mandat robuste, ça allait permettre aux forces de la MINUSMA vraiment d'intervenir et d'être plus efficaces sur le terrain. Mais le mandat tel qu'il est aujourd'hui ne permet pas de résoudre notre problème. Ça, il faut le reconnaître. Parce que déjà, ça fait déjà quelques années que ces forces sont là. Et le résultat n'est pas aussi un résultat flatteur en réalité. Maintenant, le seul point positif également qu'il faut souligner, c'est que la présence des forces également ont une valeur dissuasive. Ces forces-là peuvent quand même aider à dissuader leur présence quand même. Mais au-delà de ça, maintenant, les opérations militaires que nous voulons en réalité, l'engagement sur l'état des opérations, nous avons quand même, je ne suis pas un spécialiste, mais nous n'avons pas tellement constaté leur présence.
vraiment. Elles ne sont pas visibles. Alors, actualité au niveau national, les autorités de la transition ont convoqué le Conseil national de transition pour réviser la charte de la transition et la loi électorale. Quelle analyse faites-vous de cette initiative des autorités actuelles? Effectivement, nous avons tous appris à travers le flash qui, sur le terme avant-hier, je crois, et convoquant le CNT pour une session extraordinaire. Et le CNT qui doit statuer sur la charte, certainement qu'il y a des articles à relire, parce que la transition tire vers sa fin. Et ça, c'est une nécessité. Si la charte de la transition est un document qui a été conçu pour guider, en tout cas qui constitue la boussole de la transition, aujourd'hui nous tendons vers la fin des 18 mois, il est quand même très normal de voir certains articles dedans qui peuvent permettre maintenant de faire des ouvertures. Parce que aux ANR, beaucoup ont demandé, par exemple, que des ouvertures soient faites au niveau du CNT. Parce que ce CNT, beaucoup l'ont décrié et il continue d'être décrié tout simplement parce que ce CNT n'est pas tellement représentatif des forces vives de la nation. Ça aussi, c'est une réalité qui est là. Et donc, le gouvernement également, on n'a pas dit de mettre, parce qu'il y a 200 et quelques partis politiques, on n'a pas demandé de mettre tout le monde dans un gouvernement, mais on peut l'élargir. On peut l'élargir de manière à ce que les forces vives de la nation se retrouvent dedans pour qu'ensemble, nous puissions vraiment prendre ensemble les grandes décisions. Parce que les réformes qui sont déjà annoncées, et lorsque vous amenez un projet de loi au niveau du CNT, qui est l'organe législatif, là, c'est des débats et c'est des réformes politiques. Lorsque vous posez des questions politiques et à des gens qui ne sont pas du domaine politique, alors ils ne pourront pas s'en sortir. Donc, aux questions politiques, des solutions politiques. Donc là également, les politiques doivent être à ce niveau-là. Et maintenant, pour aider, parce qu'ils ont beaucoup d'expérience, dans nos états-majors politiques, nous avons des experts électoraux. Nous avons participé, vous avez parlé de la loi électorale. Nous avons déjà travaillé sur la loi électorale plusieurs fois. Elle a été révisée il y a juste quelques mois. Et avant cela également, nous avons travaillé sur la charte des partis politiques. Donc ces réformes déjà qui sont en cours nécessitent vraiment la présence, en tout cas une certaine ouverture. Donc je mets cela dans ce cadre et voilà, je pense que c'est pas mal en soi. C'est pas mal en soi. Voilà. Alors notre entretien tend vers sa fin. Quel est votre dernier mot? Alors donc je vous remercie. Je remercie votre chaîne de télévision d'avoir fait le déplacement à notre siège et je salue encore une fois de plus vos auditrices, vos téléspectatrices et je dis un grand bonjour à toutes nos militantes et à tous les militants du PDS de l'intérieur comme de l'extérieur. Je reste sur une note d'espoir et permettez-moi de citer notre mentor Amadou Toumani Touré et parlant du consensus qui disait et retrouvons ce qui nous unit. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Ce qui nous unit, c'est le Mali. Et il disait, celui qui veut aller vite et arriver vite va seul. Mais celui qui veut aller sûrement va avec tout le monde. Donc pour qu'on aille sûrement, sans commettre beaucoup d'erreurs, il faut qu'on soit ensemble. Donc j'en appelle à l'unité nationale et pour que le Mali puisse vraiment revenir rapidement dans le concert des grandes nations. Voilà, ça c'est le mot de fin. Je vous remercie vraiment particulièrement. Vraiment, tout le plaisir a été pour moi vraiment d'être là et de répondre à vos questions. Merci à vous aussi. Retrouvons ce qui nous unit, c'est aussi le slogan de notre chaîne Pinal TV. Merci Bakary Dena d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à vous qui venez justement de nous prendre en vol, c'était l'émission La Grande Interview qui recevait aujourd'hui M. Bakary Dena, secrétaire général du Parti pour le développement économique et social PDS. Je rappelle le parti de l'ancien président Amadou Toumani Touré. Avec lui, nous avons abordé un certain nombre de sujets ayant trait à l'actualité, mais aussi nous avons évoqué certaines activités, certaines informations qui concernent le parti PDS. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Pinal TV. Bonsoir.